Bonjour, nous recevons Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé, ancien secrétaire général adjoint à l'ONU. Philippe, vous travaillez actuellement à l'hôpital de Garches, dans la réserve sanitaire. Comment les choses se sont-elles passées et quelle est la situation à Garches précisément? La situation en Île-de-France est assez unique puisque c'est la région française où il y a le plus de malades et malheureusement le plus de décès. Il y a, comme vous le savez aujourd'hui, 5000 lits de réanimation qui sont occupés et la Seine-Saint-Denis est déjà totalement saturée. Et ensuite, pour Paris, la PHP, je dirais que l'administration et les médecins font des miracles en augmentant tous les jours le nombre de lits de réanimation. Et vous essayez d'en évacuer en province ou parfois même en Allemagne? Oui, l'idée, si vous voulez, c'est d'abord d'essayer de garder le plus possible les patients chez eux, parce que lorsque vous avez des maux de tête, des courbatures, vous avez perdu le goût, l'odorat, et que vous commencez à tousser et à perdre la respiration, la grande question est de savoir à quel moment vous partez de chez vous pour aller à l'hôpital. Donc là, ça s'appelle l'oxygénothérapie. Et donc, une des questions aujourd'hui qui se pose, c'est pourquoi, à la limite, ne pas faire de l'oxygénothérapie plutôt à domicile, plutôt que d'encombrer des lits d'hôpitaux. Et ensuite, la grande question des réanimateurs, à quel moment on met quelqu'un en réanimation, surtout que l'âge de 75 ans est un âge crucial. On va revenir sur les capacités qui, semble-t-il, font défaut, mais il y a d'ores et déjà un débat enflammé sur la chloroquine auquel vous avez participé en lançant un appel au président de la République. Aujourd'hui, on sent les médecins libéraux partagés sur le fait de le prescrire en dehors de l'hôpital. On en est où exactement ? En fait, aujourd'hui, c'est un décret ministériel qui réserve l'hydroxychloroquine aux patients qui sont dans des hôpitaux avec des formes sévères, c'est-à-dire de pneumopathie bilatérale et d'insuffisance respiratoire. Et c'est déjà un peu tard pour vous. Or, on sait très bien que dans ces formes, l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas. Et donc, dans les essais cliniques dont on parle, dits officiels, on sait, on peut le dire déjà tout de suite, que dans 15 jours, on dira que l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas. Pendant ce temps, dans différents pays du monde, en particulier en Chine, il vient de sortir ce matin d'ailleurs une étude qui montre qu'à partir de 2 populations randomisées avec, sur le sexe, sur l'âge, absolument comparables, on s'aperçoit que le groupe sous hydroxychloroquine a moins de pneumopathie que le groupe témoin. Le professeur Raoult à Marseille a montré que, alors lui, sans groupe témoin, et c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui cette sorte de c'est pour ça qu'il est attaqué. Oui, de polémique avec certains scientifiques, a montré qu'au bout de 5 jours, il n'y a plus de culture de virus possible. Après 5 jours, lui, il a ajouté à l'hydroxychloroquine un antibiotique qui s'appelle l'azithromycine, qu'on appelle le Zitromax. Et ça, évidemment, c'est extrêmement important parce que si la charge virale baisse en 6 jours ou 7 jours, ça veut dire que le patient n'est plus contagieux. Donc c'est important pour lui, c'est important aussi pour la collectivité. Alors, quand vous ressentez ces symptômes dont vous parliez tout à l'heure et que vous voulez vous procurer de la chloroquine, qu'est-ce qu'il faut faire si vous n'êtes pas hospitalisé ? Alors, premièrement, il ne faut surtout pas acheter de l'hydroxychloroquine tout seul en automédication. C'est un médicament qui est extrêmement puissant. On le connaît, ce n'est pas le poison dont on parle. Parce que, il est utilisé depuis une cinquantaine d'années. Vous-même, vous avez dû aller certainement en Afrique en prenant de l'anivaquine pendant plusieurs années. Et on sait très bien que c'est un antipaludéen qui n'est plus employé maintenant parce qu'il y a beaucoup de résistance en tant qu'antipaludéen. Mais c'est un médicament, il y a plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui l'ont pris. Donc si c'était un poison, on le saurait. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des troubles du rythme cardiaque et donc il faut faire un électrocardiogramme avant. Ce que je demande, c'est que les médecins, alors médecins hospitaliers si vous voulez, moi j'avais dit médecins hospitaliers libéraux, mais enfin que les médecins qui ont fait 10 ans d'études puissent prescrire s'ils le veulent, en leur âme et conscience. C'est eux qui vont décider s'il le faut ou pas. C'est cette association médicamenteuse, sachant que plus c'est pris tôt, plus le médicament est efficace.
La crise sanitaire semble avoir pris le monde politique et économique par surprise, au dépourvu. Les dragons asiatiques, pourtant, étaient mieux préparés, que ce soit Taïwan, Singapour, la Corée du Sud. Ils ont obtenu des résultats. Est-ce que c'est parce qu'en France, on n'a pas pris le SRAS ou le H1N1 au sérieux et qu'on pensait que c'était réservé à des contrées lointaines? Non, c'est parce que justement, nous n'avons pas eu, nous, cette épidémie véritablement. En France, souvenez-vous des polémiques qu'il y avait eu sur le nombre de masques achetés, les vaccins. Bon, bref, nous n'avons pas eu cet épisode-là. Cette expérience. Oui, voilà, cette expérience terrible. Et donc, les Asiatiques ont été extrêmement marqués en 2002 par le SRAS. Et donc, ils en ont gardé quelque part un ADN. Et en particulier la Corée du Sud, qui immédiatement a compris que la stratégie était de généraliser les tests de façon à ne prendre que ceux qui étaient contaminés, les mettre en quarantaine immédiatement pour diminuer évidemment l'épidémie. Ce qui a un double effet, à la fois sanitaire, mais aussi sur le plan économique, c'est-à-dire que le confinement est moins généralisé et donc cause moins de dégâts. Mais ça, c'est la suite que nous verrons dans les prochaines semaines. En Europe, malgré tout, il y a une grande distorsion entre, par exemple, l'Italie, qui semble totalement débordée par le phénomène, et l'Allemagne, qui semble avoir beaucoup mieux réagi. Pourquoi ? Alors là, je crois qu'il y a en effet des choses qu'il faudra regarder après, comme vous le dites. Le moment n'est pas le moment n'est pas à la polémique et à l'attaque. Elle est à l'unité nationale. Mais c'est vrai qu'en termes de masques, depuis 10 ans, il y a une stratégie nouvelle qui a été mise en place, un stock qui a diminué, manifestement dangereusement. Et donc là, il faudra reprendre des stratégies qui soient des stratégies tout à fait différentes. Un équipement type respirateur. Deux, en médicaments, comme le curare, parce que vous ne pouvez pas réanimer quelqu'un si il n'est pas totalement curarisé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous luttiez contre le respirateur artificiel, et puis en morphine, et puis en masque. Et aujourd'hui, on manque de tout, visiblement. De médicaments, de masques, de tests. En tout cas, je ne pense pas que l'on manque là, mais il n'y a pas de stock. Et donc, c'est ça qui est extrêmement important, en tout cas dans les endroits dans lesquels je peux travailler ou regarder mes jeunes confrères, que je salue d'ailleurs, ainsi que tous les soignants, qui n'ont pas pris un jour de repos depuis 5 ou 6 semaines. Eh bien, il n'y a pas de manque, parce que tout le monde a son masque, tout le monde peut avoir des respirateurs artificiels, mais il n'y a pas de stock. Vous avez vécu aux États-Unis, à New York, à l'ONU. Comment est-ce que vous observez la manière dont, au-delà des rodomontades et des virages à 180 degrés de Donald Trump, comment les Américains empoignent cette crise sanitaire? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai abordé il y a un mois. C'est peut-être la première chose que j'ai dite avec le continent africain. Il peut y avoir deux catastrophes, au fond. Il y a un continent américain, en particulier les États-Unis, qui n'est absolument pas préparé. Pourquoi ? Parce que le système de protection sociale aux États-Unis est un système qui est fait pour les riches. Et donc là, il va y avoir un problème majeur, je pense, pour faire face à une maladie comme celle-là. Ce sont des centaines de milliers d'euros par personne, parce que manifestement, ces pneumopathies du Covid-19 font que vous restez en réanimation pendant au moins 20 jours, ce qui est extrêmement rare. On n'est pas habitué à des réanimations aussi longues. Et donc, je pense en effet que les États-Unis... Alors, j'ai vu que la FDA, pour revenir à votre précédente question, la Food and Drug Administration, qui est le policier le plus dur sur les médicaments, vient d'accepter que les médecins américains puissent donner de l'hydroxychloroquine et aller les chercher éventuellement dans les pharmacies hospitalières. Mais ça n'a que 2 jours. Donc aujourd'hui, il y a déjà énormément de morts aux États-Unis. Vous avez sillonné l'Afrique en tant que médecin, en tant que secrétaire général adjoint de l'ONU. Comment peut-on expliquer qu'aucune leçon n'ait été tirée du virus Ebola? Là, c'est tout à fait différent parce que, en fait, l'épicentre du virus Ebola était, on le voyait très bien,
où il était assez circonscrit, on en avait assez peur, mais assez rapidement, on a vu qu'il y avait un épicentre qui ne pouvait pas s'élargir trop. Là, nous sommes devant Une pandémie. une pandémie mondiale, avec certainement une mortalité inférieure à Ebola, qui était létale à entre 50 et 70%, mais par contre, c'est une contagiosité absolument extrême, et lorsque je vois les réunions, en particulier évangéliques ou religieuses en général, qui existent aujourd'hui en Afrique, j'ai très peur qu'il y ait une propagation extrêmement rapide. C'est la raison pour laquelle il faut trouver un médicament très vite. Et si jamais, par bonheur, le médicament pouvait être un générique pas cher, comme par exemple l'hydroxychloroquine, alors là, ce serait évidemment extrêmement important. Je vois que le Sénégal a déjà décidé de donner l'hydroxychloroquine systématiquement, le Maroc aussi, l'Algérie aussi. Est-ce que l'essai Discovery peut vous aider ou peut confirmer votre Alors, l'essai thèse? Discovery, pas du tout, parce que comme je le disais au début, l'hydroxychloroquine est réservée dans l'essai Discovery uniquement aux patients sévères. Donc il y a un mauvais diagnostic. Oui, voilà. Donc on sait que l'hydroxychloroquine ne peut pas fonctionner. Dernière chose, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a mis sur pied une mission parlementaire pour évaluer l'activité, l'action gouvernementale. Est-ce que vous êtes favorable, vous, mais peut-être un peu plus tard, à la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire, ce que réclament déjà un certain nombre de députés? Oui, enfin, toutes les démocraties vont avoir à se poser des questions de qu'est-ce qui s'est passé, comment on l'a fait et comment on peut améliorer les choses. Or, aujourd'hui, surtout par pitié, que ça ne tourne pas à un pugilat politique, parce que le moment est extrêmement grave. Nous avons des patients qui arrivent et les soins intensifs de réanimation débordent de patients. Le moment est à la dignité, au travail et aux soins. Et vous avez vous-même un certain nombre de vos collègues qui sont morts, comme Patrick Devidjian, que vous connaissiez bien, et d'autres qui sont également en grave difficulté actuellement. Philippe Douste-Blazy, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TVO et TB Sud. À bientôt.